Bonjour, ici David Desjardins, animateur de Radio Bidon. D'abord, je tiens à vous remercier d'être fidèles au poste. Vous êtes des centaines, parfois même des milliers à nous écouter à chaque épisode et ça nous fait chaud au cœur vraiment. Si vous croyez que ce que vous écoutez a une certaine valeur et que bien sûr vous avez un peu de marge de manœuvre financière, nous vous invitons à chercher Radio Bidon dans la page d'accueil de la plateforme SoundCloud et à faire un don du montant que vous jugerez bon. Tous les fonds vont à la production de cette émission. Merci beaucoup et bonne écoute. La pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde du cyclisme comme tous les autres, avec pour résultat la production d'un calendrier de course complètement dément pour l'automne qui arrive. Un calendrier qui, sans surprise, fait la part belle au Tour de France. Comme ce calendrier-là est sans dessus-dessous, on voulait en profiter pour discuter des changements et de modernisation dans la manière dont sont disposées les grandes et aussi les petites courses cyclistes dans la saison. Une saison sans réel début ni fin ou presque. Une saison qui n'a pas de sens non plus pour les nouveaux adeptes du sport qui peuvent pas comprendre si une course d'un jour est plus importante qu'une autre, par exemple. Une saison où il n'y a aucune trame narrative ni manière de créer des rivalités fortes entre coureurs et équipes parce que les classiques monuments, courses à étapes, grands tours se succèdent, se superposent dans l'agenda sans qu'il y ait nécessairement de logique apparente. Je me suis souvenu que Serge Arsenault, l'organisateur des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, nous avait déjà parlé de comment il voyait le calendrier cycliste idéal. Et à bien des points de vue, sa vision rejoint celle des recherchistes de RAFA qui ont produit un document qui s'appelle le Roadmap, un essai truffé de propositions, souvent très audacieuses pour rénover le cyclisme et fédérer de nouveaux adeptes. Voici donc une très longue entrevue avec M. Arsenault qui pourrait se résumer à ceci peut-être. Aussi grandiose soit-il, le Tour de France est trop gros et important pour la santé générale du sport. Mais comme le diable est dans les détails, je vous invite à écouter ses explications. Bonne émission. Serge Arsenault, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes soulagé de savoir que, fort probablement, vos courses vont avoir lieu cet automne et surtout qu'elles n'ont pas été raturées, si on peut dire, là, rayées du calendrier, là, en tout cas, un calendrier temporaire là, de l'UCI pour cette année? Calendrier pandémique. Oui. Ben, écoutez, il est évident que la première étape, parce que le calendrier a été, ce calendrier-là, accepté avec les votes et les recommandations des coureurs, des équipes de l'UCI. Et donc, ils ont choisi des paires et des courses qui méritaient d'être au calendrier, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, qui n'avaient pas de date pour leur présentation. Mm-hmm. Et on est en situation de sauvetage d'une saison. Donc, quand le bateau coule, tout le monde se fout à l'eau. Je vais vous dire, ça peut être le bordel à un moment donné. Mais on a fait ce qu'on a pu. Et également, c'est tout simplement un calendrier de grands compromis, mais au moins pour faire vivre le cyclisme, si possible, dans cette fête de saison. Parce que, au moment où je vous parle, il n'y a aucun organisateur qui est sûr et certain que l'événement aura lieu. Non, c'est ça. Pas plus que personne pourra dire qu'est-ce qui va arriver avec la pandémie. Il y a énormément d'événements qui n'auront pas lieu cette année. Même si ce calendrier-là finit par se concrétiser et qu'on parvient à faire les grandes courses, il y a une question que je me posais. Puis comme vous êtes organisateur, peut-être que vous pouvez répondre. Puis là, je parle d'événements, mais je parle aussi de courses amateurs, d'événements participatifs. Puis on sait très souvent que des événements qui disent qu'ils vont prendre une pause 1 an ou 2 ou qui peuvent pas avoir lieu une année, ils meurent tout simplement et on les revoit plus jamais. Pourquoi c'est si dur que ça de perdre le momentum puis de le reprendre par la suite quand on prend une année de pause, quand on organise un événement? Ben, je peux vous donner un exemple. Imaginez que votre voiture roule à 100 km/h. Oui. Puis ça va bien. Oui.
Si la voiture arrête, vous la poussez derrière pour la remonter à 100 km/h, ça va demander beaucoup d'efforts. Donc, il y a des gens, des organisations qui sont... Il y a toujours une forme de fragilité chez plusieurs organisateurs, évidemment, d'organisation, de finances, de tout. Ça demande énormément de dévouement de la part de bénévoles et de tous ces gens-là. Des fois, ils tiennent ça à bout de bras, leur événement. Et à un moment donné, c'est l'essoufflement qui arrive, comme avec ce qui se passe cette année. Voilà. C'est le même principe que les restaurateurs. Ils vont avoir 40% qui vont fermer leurs portes parce que ils étaient, c'était des funambules, vous comprenez? Donc, un pouce à droite et c'est la chute. Les grandes organisations vont s'en sortir. Certaines, peut-être même, vont mourir. Mais à quelque part, il faut avoir en tête une mentalité presque d'entrepreneur. Parce que lorsqu'on fait face à une situation comme ce que nous vivons cette année, à ce moment-là, c'est le côté organisation financière, stabilité financière, de garder nos employés également pour ne pas qu'ils quittent l'organisation. Vous perdez, de perdre des gens, vous formez depuis 10 ans, c'est énorme. Donc, il faut quand même de la liquidité qui existe, une marge de manœuvre. Et heureusement, pour les Grands Prix de Québec et Montréal, nous avons ces attributs. Mais le rôle que je joue aujourd'hui, pour moi, c'est un rôle de partenariat avec nos commanditaires, qu'ils soient publics ou privés. Et on travaille sur, dans le fond, 2 routes. Une route où il va y avoir, pour X nombre de raisons, l'obligation d'annuler l'événement. Et une route, si c'est le cas, tout de suite, on tombe dans l'organisation 2021. On n'arrête pas. Vous avez un partenaire... Et l'autre truc, s'il y a un feu vert, ben là, c'est complètement différent. Vous avez un partenaire qui s'appelle l'Air Transat. Oui. Qui, lui, passe un mauvais moment, qui vient d'être acheté par Air Canada aussi. Est-ce qu'il y a quand même une crainte de votre côté là, que ce partenaire-là, qui est très, très important pour la réussite de votre événement, se désiste? Non, du tout. On est en communication avec tous nos partenaires. S'il y a entente, avant que la vente soit entérinée, officielle, et qu'Air Canada prenne tous les rênes, même s'ils ont des privilèges. Déjà là, Air Transat, si le feu vert est donné aux transporteurs aériens, et de la partie, on négocie actuellement. On négocie pas sur oui ou non, on négocie sur les dépôts à donner. Mais moi, je dois également être responsable des finances publiques, c'est-à-dire des partenaires publics, et qu'on peut bien gérer cette phase-là, qui est extrêmement fragile pour tous. Mais nous, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et est-ce qu'il va y avoir un Grand Prix en 2020? Ben, il y a 12 planètes, à quelque part, qui peuvent s'aligner une fois aux 120 ans. C'est ce que nous vivons. Il faut que le transport aérien puisse se faire. S'il y a un transport aérien avec des mesures de distanciation, on peut pas mettre 30 coureurs par avion pour avoir 12 avions. Ça va me coûter 5 millions. Vous comprenez? Ça n'a pas d'allure, je comprends. Bon, les hôtels, la même chose. Si on me dit que ça va être 1 par chambre, et là, on ne pourra pas arriver. Donc, il y a X nombre de trucs. En plus, on peut avoir... Là, je vous donne tout. D'un côté, je regarde tout ce qui est contre. Il peut y avoir également une décision européenne de l'UCI et des équipes que les grands voyages sont interdits par avion pour protéger la santé des coureurs et du peloton et tout le monde. Parce que en Europe, c'est relativement facile. Ils ont tous leur car, leur médecin à bord, les tests qu'ils peuvent prendre n'importe quand. Ils contrôlent, évidemment, comme il faut, tout ce qui est sanitaire dans leur car. Mais de mettre 300 personnes dans un avion et faire Paris-Québec, peut-être que ça va être... Je dis bien peut-être que ça va être difficile. Mais encore là, on a le feu vert partout. Les équipes sont déjà en communication avec nous. Mais je dois toujours, moi, agir correctement et leur dire, écoutez, exactement les mêmes conditions que l'an passé, si on peut. Il suffit que dans 1 mois, on stipule et qu'il y a une règle que les événements de masse ne pourront pas être présentés avant novembre. Il n'y a pas de Grand Prix. Là, il y a des choses que je ne contrôle pas. Et en plus, ce que je contrôle, c'est nos décisions. Nous, c'est la santé publique, et c'est pas pour dire ce que tout le monde dit, mais c'est vrai, et la santé de mes coureurs. Parce qu'il y a 2 principes dans le cyclisme. Il y a 2 trucs indispensables.
qui doivent être là pour que le cyclisme existe, des coureurs et un public. Oui. Alors, si le public est interdit, on enlève 40% du carburant des coureurs. Et on a une situation spéciale avec un calendrier avec lequel on pourrait très bien vivre. Il y a quand même 24 coureurs par équipe. Ouais. Et il faut savoir que, à part les 7 coureurs, il va y avoir il y a 3 leaders dans une équipe, 2, 3. Alors, il y a un leader qui va faire le Tour de France avec ses copains équipiers avec qui il s'entend bien. Qui vont avoir des niveaux différents, mais des spécialités basées sur le parcours du Tour de France. Mais il en reste encore 15-16. Tu sais, je parlais à Antoine Duchesne il y a la semaine passée. Antoine me disait, ça serait rêvé pour lui comme coureur. Et pour une raison, la course est ouverte. Les grandes équipes avec leurs grands leaders ne bloqueront pas complètement la course. Ça va être ouvert. Vous allez avoir un grand gagnant. Il faut bien penser que les 20 premiers coureurs d'une équipe, c'est pas 20 tocards à part le leader. C'est les grands coureurs professionnels. Ça va être une course extraordinaire. Donc ça me dérange pas tellement. Je sais que si la lumière verte est là partout, je suis très près, évidemment, ce qui se passe à Montréal. On ne peut pas dire on tient Québec seulement si on peut pas la tenir à Montréal, vous comprenez? Ouais. Donc, il y a pas mal, il y a énormément d'éléments là, encore là, qui restent en suspens puis qui sont vraiment pas déterminés. Là, ouais. Ça, vous avez raison. Ben, comme tout le monde, hein. Oui, tout à fait. Parce que les événements sportifs, la Formule 1, le calendrier n'est pas encore sorti, là. Non, c'est ça. Si le Tour de France n'est pas encore certain qu'il va pouvoir tenir son événement. C'est bien beau d'avoir un calendrier, mais ensuite, actuellement, là, c'est la petite bébite qui contrôle tout. Et cette bébite-là nous amène à avoir justement ce calendrier très incertain-là. On regarde un peu, là, en ce moment, on a dû sacrifier des événements pour construire un calendrier temporaire, tentatif, on va dire. Mais ça nous amène à Radio Bidon. Ça nous a fait penser en fait à un entretien qu'on avait eu avec vous il y a quelques années. C'était une des premières émissions du podcast et vous nous aviez parlé de réformer le calendrier, de comment on pourrait revoir le calendrier du cyclisme professionnel. Parce qu'il y a des enjeux importants liés au cyclisme professionnel. D'un côté, même en Belgique où le cyclisme est très, très populaire, il y a une certaine perte de popularité de la part du public. Et la façon dont la saison est construite en ce moment, souvent après le Tour de France, là, il y a une baisse monumentale là, du public à la télévision, dans les diffusions des courses. Donc, il y a plein de petits problèmes comme ça, de la difficulté aussi d'intégrer des nouveaux publics parce que la saison est bizarrement construite. Il y a comme pas vraiment de trame narrative au fil de la saison. Elle est assurée entre les classiques du printemps, les grands tours, des courses qui sont superposées au calendrier, tout ça. Et je voulais reparler de ce sujet-là avec vous parce que quand on s'était parlé, vous nous aviez parlé de l'idée là, de ramener une espèce de Coupe du Monde, un peu comme la Super Prestige Pernod qui existait de 59 à 84, qui était remplacée par la Coupe du Monde de 89 à 2004. Puis je voulais voir avec vous un peu là, comment vous imaginez ça. Là, ce serait quoi pour vous la construction idéale d'une saison de cyclisme pour répondre justement à ces enjeux-là? Oui, lorsqu'on parle de construction, évidemment, on doit parler également, parce que c'est sur le même terrain, d'une forme de démolition. Ouais. Malheureusement, le cyclisme est encore un sport un peu médiéval dans sa façon de l'organiser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que le cyclisme n'a pas changé depuis 100 ans. OK. C'est-à-dire, vous voulez dire médiéval en termes d'âge. On a des classiques, je parle du cyclisme sur route. Ouais. Deuxièmement, le cyclisme est encore, contrairement à tous les autres grands sports, 95% dans la petite Europe. C'est presque l'Union cycliste européenne. Et moi, ça fait quand même, sans prétention, là, il est près de 35 ans que je me bats pour mondialiser le cyclisme parce que le cyclisme est atteint d'une forme de cancer. La tumeur grossit de plus en plus. Et à quelque part, il va falloir agir. Et peut-être ce qui se passe actuellement va amener les gens à prendre des bonnes décisions. Parce que tous les autres sports se sont modifiés avec intelligence. Le golf n'était, il y a 30 ans, qu'américain. Ouais. Le tennis, il y a 70 ans, c'est Wimbledon qui dominait tout et c'est terminé. Sauf que l'Europe n'a pas les moyens financiers, l'Europe uniquement, pour faire vivre un sport international. D'où la fragilité des équipes qui disparaissent rapidement,
faute de moyens financiers, les coureurs également. Vous savez, vous avez peut-être 5 coureurs sur 20 qui vont assurer après leur fin de carrière ce que j'appelle une aisance financière capable de faire vivre ces coureurs-là, leur famille, décemment. Si on compare le niveau là, des sportifs les mieux payés dans le cyclisme, ça n'a absolument rien à voir avec la plupart des grands sports professionnels. Là. Du tout. Et il y a une raison, c'est parce que l'argent n'est pas là. C'est ça. Mais ce qui arrive actuellement, c'est que il y a des gens qui fonctionnent encore dans le cyclisme, et je n'accuse pas là. Le cyclisme n'a pas réagi. On aurait dû réagir dans les années 80, comme les autres sports. Le ski, il y a 30 ans, et j'ai déjà pratiqué un métier qui était commentateur sportif, oui. C'était la descente, le géant, le slalom, le spécial, et c'était les joyaux de la couronne. Et le ski est en perte vertigineuse, évidemment, parce qu'il ne s'adaptait pas. Mais là, je parle des années 80. Ils ont compris rapidement. Les 7 nouvelles disciplines qui ont été ajoutées dans le monde du ski alpin, de la fédération, dominent maintenant, tant aux Olympiques que partout. Alors, c'est des disciplines modernes, le turnback. Ensuite, il y a eu tout ce qu'on a eu. On n'aurait pas eu de J.J. Anderson, on n'aurait pas eu de ski acrobatique, on n'aurait pas eu. Donc, ils ont réagi avec de nouvelles disciplines et faisant également le bonheur de tous, incluant le comité olympique. Parce que le comité olympique veut des sports qui tiennent la route et qui ont un impact également sur la diffusion. En cyclisme, on est toujours avec la même recette. Patate, beurre, puis je sais pas quoi d'autre. Et donc, il y a une réticence parce que il y a un petit gâteau sur la table qui est partagé entre 3, 4 ou 5 personnes, mais trop petit pour que chacun puisse manger à sa faim, parce qu'il y a un des partenaires qui mange la moitié du gâteau à vie tout seul. Sinon plus encore. Et ils n'ont pas conscience que les symptômes sont faciles à identifier. Parce que le cyclisme est un sport où il y a des pratiquants de ce sport partout au monde. Sauf qu'il n'y a pas un commanditaire international dans le vélo, incluant le Tour de France. Aucun. Et là, ça touche, si vous voulez, ce que j'appelle cette tumeur cancéreuse, et nous la nourrissons en plus. Parce qu'il y a trop de réticence dans la petite Europe à vouloir une mondialisation, de peur de perdre leur petit truc, ou de peur de dire, ben là, plus on va être sur la table, ils ne comprennent pas que le gâteau va être 100 fois plus grand sur la table si on commence à être brillant, parce que un sport professionnel, c'est un sport également d'entreprise. Ouais. Et l'entreprise cycliste est mal foutue parce qu'on a des gens depuis 150 ans qui sont là, qui pensent encore comme le siècle dernier. Je comprends que vous voulez pas nommer peut-être le Tour de France et ASO là-dedans directement parce que bon, c'est sans doute un partenaire pour vous. Je peux le nommer. Mais je peux le nommer. Okay. Le Tour de France n'a aucun intérêt à changer quoi. Pas le Tour de France. Moi, je fais la différence entre le Tour de France, comme les pyramides d'Égypte, qui vont être là bien longtemps qu'après que ASO ne sera plus là. Vous comprenez? Ouais. C'est pas ça. Ce qui arrive, c'est que ASO actuellement sont maîtres du jeu. La situation, plus elle perdure comme celle-là, plus ils en profitent, puisqu'ils contrôlent tout. Et puisqu'ils ramassent également un pourcentage énorme de l'argent qui est disponible pour le cyclisme. Oui, parce qu'ils organisent des courses à l'extérieur aussi. Non seulement ils organisent le Tour de France, mais ils organisent certaines des courses d'expansion en Asie. C'est-à-dire, c'est une autre chose. Ouais. ASO est une entreprise Afrique, entre guillemets. C'est-à-dire, ils n'organisent pas. Quand ils prêtent leurs services, c'est ça. Que ce soit, vous comprenez, un peu comme un contractuel. Tout à fait. Pour faire de l'argent. Mais ils ont prêté leurs services au Tour de Californie. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Tour de Californie est mort. Ben oui. Et je peux vous nommer X nombre d'autres courses. Là, ils veulent prêter leurs services à l'éventuelle course à Baltimore. Si ça meurt, ça meurt. Eux, ils ramassent le fric. Et ils s'en viennent organiser hors Europe avec leur mentalité européenne et ça ne colle pas. Okay. Et je n'ai rien contre ASO. Le Tour de France est essentiel pour le cyclisme. Les monuments le sont également. Mais il faut, à quelque part, il n'y a pas un sport qui ne peut être contrôlé que par une entreprise ou un individu. Ça reste que vous touchez à 2 points ici là, que je trouve importants. La première chose, c'est
le cyclisme est en explosion. Et puis là, il l'était déjà depuis plusieurs années, mais là, les dernières nouvelles, on le voit, il y a même des pénuries de vélos dans certaines gammes de prix dans les boutiques. Et cette année, les boutiques de vélos vont faire des affaires d'or. Mais les cyclistes ne s'intéressent pas tant que ça au cyclisme professionnel. Peut-être en dehors du Tour de France, qui a un certain intérêt, mais sinon pas du tout. Fait que ma première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour intéresser les cyclistes au cyclisme? Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour intéresser les gens qui s'intéressent seulement au Tour de France à autre chose qu'au Tour de France? Ben, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Je vais vous donner 2 exemples pratiques. Par contre, je dois préciser une chose. Oui. Moi, j'ai visité toutes les grandes courses au monde. J'y ai assisté. Je dois vous dire que quand vous allez en Belgique, là, avec le Tour des Flandres, Liège-Bastogne, quand vous allez à Paris-Roubaix, quand vous allez à ces courses-là, c'est comme on est en finale de la Coupe Stanley, là. Oui. Il y a du monde. Oui, mais je parle de grandir le public, là. Donc d'avoir un public là, qui est plus vaste là, et puis de l'internationaliser aussi. Ouais. Il y a un public, je veux dire, qu'on n'a pas atteint, qui est disponible. Et à quelque part, on n'a pas atteint parce qu'on n'est pas brillant. Les gens du cyclisme, et je m'inclus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, c'est-à-dire qu'à quelque part, il y a le refus de regarder la réalité en face. On est en retard de 30 ans sur les autres sports. On n'a modifié aucun truc de nos contenus quand tout a été modifié dans la perspective de réussir un événement. Tout a été modifié. Les relations avec les diffuseurs, les nouveaux médias, le temps en ondes que peut disposer un diffuseur. Vous savez, téléviser une course de 5 heures, là, il n'y a pas tellement de diffuseurs qui vont dire d'1 heure, vous comprenez? Pas tant, non. Donc, c'est dans le format, et c'est pour ça que il y a une solution facile, mais il va falloir que l'UCI et son président, David Lapartien, que je respecte beaucoup, puissent dire assez, c'est assez. C'était le projet de Hein Verbruggen il y a longtemps, mais il y a des acteurs principaux dans l'organisation cycliste européenne, non uniquement ASO. Il y a RCS qui est dans le coup. Il y a ce que j'appelle les Belges également qui comptent. Il y a 4-5 acteurs principaux dans le cyclisme mondial, c'est tout. Ouais. Ont tout intérêt à ce que ça reste un peu comme ça. Et ils sont réticents à vouloir modifier les choses. Quand vous parlez là, d'avoir essayé de modifier, vous parlez de l'aventure du Pro Tour, là, c'est ça? Ben, c'est-à-dire, non. C'est-à-dire, moi, je veux d'abord dire aux gens du cyclisme qu'il y a 2 réalités complètement différentes. Mm-hmm. Le cyclisme est composé de tours et de classiques d'une journée. Oui. C'est tout. C'est simple, hein? Et il n'y a aucun rapport entre les deux. Un tour, c'est une course qui se déroule sur tant de jours, et il y a une espèce de déséquilibre. C'est pas possible que 3 tours prennent 50% du calendrier. Mm-hmm. En partant. Deuxièmement, c'est difficile pour les diffuseurs de dire on va consacrer 21 jours à la Vuelta, je parle mondial, une centaine de pays partout, comme on a au golf, comme on a en Formule 1 et tout ça, parce que c'est trop lourd pour une grille de diffusion. Donc, qu'est-ce qui est magnifique et qui correspond vraiment là au modernisme d'un produit télévisuel à présenter, produit sportif? Ben, c'est très simple. Une course d'une journée, un départ, un arrivée, une série, un classement, ce qui ressemble à la Formule 1, prix pour équipe, prix pour ci, une grande finale à la fin de l'année. Et il y a 2 périodes où ça pourrait se faire. C'est tout simplement une classique, c'est une série classique, la classique série, qui, au début, il faut pas exagérer, serait composée de 12 à 14 épreuves. Pourquoi? Il n'y en a que 12 à 14 qui pourront atteindre les degrés de perfection qu'on peut avoir en organisation par rapport à un cahier de charge qui devra, lui, respecter. Il est important que le cycliste se demande qu'est-ce que les gens ont besoin pour aimer le cyclisme et non dire qu'est-ce que le cyclisme a besoin. On a besoin d'un produit télévisuel, on a besoin d'inventer télémédias, on a besoin d'avoir en cyclisme également tout ce qu'on peut avoir en informatique, informer, ça peut être la pulsation, le si, la cadence, le truc, une caméra. Donc, il faut être revenu, s'en venir à l'ère moderne. Ensuite, il faut pas dire, on s'en va voir un diffuseur, on a une course de 3 heures, vous proposez aux 4 heures ou 5 heures. Il faut déjà, nous, dans le cahier de charge, dire, pour les chaînes spécialisées, un peu comme le Golf Network à ABC ou NBC, bon,
il y a 5 heures de disponible. Cependant, il va y avoir une version de 90 minutes offerte à tous les réseaux mondiaux. Ben oui. L'autre, bon. Et là, évidemment, ça va s'ouvrir les portes. Et le réseau, lui, sait fort bien qu'il y a 90 minutes de contenu et les équipes également doivent assurer d'amener leurs meilleurs coureurs partout. On peut pas, je veux dire, un jour dire il y a 2 courses, là, le meilleur est pas là. C'est comme on disait en Formule 1. Mais Mercedes, ce week-end-ci à Montréal, il sera pas là. Non, ça se peut pas, c'est impensable. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Encore là, il y a des résistances de qui vous connaissez, parce qu'à vous entendre, vous connaissez le vélo. Un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est partager les revenus avec les équipes. Les équipes doivent être partenaires. On me déteste pour cette idée-là, certains d'entre eux, mais c'est la clé de voûte de tous les sports. Mais c'est ce que des gens comme Jonathan Vaughters disent depuis longtemps, là, que l'argent est trop concentré, qu'il y a aussi la question des plafonds salariaux, tout ça, donc c'est peut-être autre chose. C'est-à-dire, c'est une raison. Tandis que si on prend une classique série qui commence, il faut bien savoir que juillet, c'est un temps de marketing presque mort, mondialement parlant. Ouais. Le Tour de France, ça marche en France parce que c'est les vacances. Et tout le truc, et ça marche un peu ailleurs. Mais encore là, le Tour de France, essayez de regarder ici. RDS n'est plus là, tout ça, etc. Donc, il y a un malaise. C'est sur Internet maintenant. Ben oui. Puis en plus, sur Flowbike, ou je sais pas quoi. C'est sur Flowbike, oui. Bon, c'est pas rigolo, là, on se comprend. Tu sais, je veux dire, le volleyball de plage va être devant le cyclisme très bientôt. Et si on avait un circuit, donc la période estivale n'est pas une période pour les les grandes entreprises. Les grandes entreprises, ça commence du 15 août. C'est pas par hasard qu'il y a une relâche en télévision pendant l'été. Et que la vraie saison recommence en septembre. Non, les gens font autre chose l'été, tout simplement. Ils sont partout, ils sont pas là. Ouais. Et la télévision recommence, où la diffusion est importante pour les commanditaires. Nommez-les, l'automobile, les trucs, tout ce que... Et c'est le printemps et l'automne. Ouais. Et les classiques se déroulent le printemps et l'automne. Donc, on pourrait avoir 2 périodes, c'est-à-dire de mars à mi-avril, et ensuite de août à fin septembre. 14 courses ou 15 courses, un circuit, les équipes étant partenaires. Bien sûr que les meilleurs coureurs vont être là. Mm-hmm. Et également, il n'y aura pas personne qui va contrôler ce circuit-là, puisque ça va être, comme des gouverneurs de la Ligue nationale, une course, un vote. Je ne sais pas si vous avez vu la compagnie de vêtements Rafa a lancé un grand document là, très, très vaste de réforme là, du monde du cyclisme. Puis il proposait un calendrier. Ça ressemble un peu à ce que vous proposez. Je trouvais ça intéressant puis je voulais vous entendre là-dessus parce que pour eux, ce qui est le plus gros obstacle à générer des nouveaux fans, c'est la difficulté d'avoir une courbe narrative stable. Donc, c'est-à-dire, qui sont les meilleurs cyclistes? Est-ce qu'on peut créer des rivalités? Est-ce qu'on peut voir ces cyclistes-là s'affronter une semaine après l'autre ou en tout cas sur une base régulière, là, aux 2 semaines, par exemple? Et ce qu'eux proposaient, ça ressemble beaucoup à ce que vous proposez, c'est d'avoir une série de classiques, donc une série de courses d'un jour, tout le printemps. Ensuite, la série se termine à la fin du printemps et on commence avec le Giro de 2 semaines au lieu de 3 semaines, une Vuelta de 2 semaines au lieu de 3 semaines et un Tour de France au mois d'août. Donc, une saison de grand tour par la suite. À l'automne, il reste les championnats du monde et c'est tout. Donc, on bouge. On amène le Tour de Lombardie, par exemple, au printemps. On déplace des classiques comme ça. Puis, on fait toute une série, un peu justement comme des courses de F1 ou à toutes les jours. J'ai pris connaissance de cet article, de ces propositions. Oui. Encore là, je pense que je connais intimement le monde du cyclisme. Oui. J'ai dû faire au moins 50 voyages en Suisse là, et rencontrer tout le monde et tout ça. Je suis un peu diplomate dans mon approche parce que je pourrais avoir tendance des fois à être trop direct. On s'entend? Oui. Il faut penser, par exemple, la classique série, il faut penser à une série sans tenir compte des tours. Parce que les tours appartiennent à ceux qui contrôlent le vélo. Mm-hmm. RCS, ASO, puisque ASO également contrôle la Vuelta. Oui, contrôle plusieurs monuments aussi, par exemple. Un. Paris-Roubaix. Oui. Puis
Puis les autres, c'est ceux que vous appelez les Belges. Appartient à l'association belge. Ouais. Ils sont prestataires de services, d'accord? Ouais. Ensuite, on a 2 monuments, évidemment, en Italie. Ça, c'est les Italiens. Oui, un, évidemment, en France, Paris-Roubaix, et les 2 Belges. Ouais. Et encore là, vous allez voir ce que c'est. C'est un cimetière qui a 5 monuments. Ce que je veux dire par là, il y a 5 pierres tombales, le cimetière fait 1 kilomètre par 1 kilomètre. En 100 ans, il n'y a pas eu une autre course qui a pu accéder au monument. Parce que c'est gardé par les 3 meneurs, vous comprenez? Ouais, il y a des courses qui le mériteraient. Mais c'est-à-dire, c'est tellement statique. Par contre, ce que je vous disais, on doit organiser la classique série en ne touchant pas au calendrier des tours, puisque nous, c'est de mars à même fin avril, on se comprend, mi-avril, et de août à octobre, qui sont les 2 périodes les plus magiques pour les sponsors internationaux, qui s'appellent Samsung, Apple, un voiturier international, ainsi, mais là, eux d'avoir, et ASO comprend le danger. Parce que peut-être que les premiers commanditaires internationaux importants avec des budgets vont préférer avoir 14 présences en ondes de 90 minutes, vous comprenez, avec les meilleurs coureurs, un produit qui va être adapté aux besoins du public, aux besoins des diffuseurs, aux besoins des nouveaux médias. Il faut innover d'une façon moderne tout ce sport, peut-être même pour rendre la course... et là, les équipes vont participer, on va être partenaires. De quelle façon on peut avoir un produit? Et là, évoluer, mais sans toucher. Parce que si on se met à toucher autour, et patati, ça va encore foirer. Donc parce que ASO va mettre le pied dans la porte puis va dire non, là, on touche à rien. ASO est peu intéressé à toute nouveauté s'il ne le contrôle pas à 100%. Okay. Et ce qui détruit n'importe quelle organisation, c'est une dictature. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de place pour l'évolution. Dictateur, il aime les patates avec du beurre, puis 100 ans plus tard, il aime encore les mêmes patates avec du beurre. Et le beurre est dans son beurrier, puis le beurrier est barré. Oui, parce que ça fonctionne. Ça continue. If it ain't broken, don't fix it. Pour eux, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'ils n'ont pas de compétiteurs à cause du Tour. C'est le Tour qui est le véhicule. Mais ASO étant propriétaire du Tour. Les équipes également, le Tour également comprend une chose. Et encore là, c'est pas contre ASO, ni RCS, ni rien. C'est que les équipes actuellement sont condamnées à participer au Tour, sinon ils vont perdre leur commanditaire. Sinon ils meurent. On a vu beaucoup d'entreprises, pas d'entreprises, je dis des entreprises parce que c'est un peu ça, mais beaucoup d'équipes dire cette année, des Patrick Lefebvre, etc., sortir publiquement et dire s'il n'y a pas de Tour, la moitié des équipes peuvent mourir, là, donc parce que les commanditaires vont se désister. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres produits. Maintenant, je vais vous donner juste une situation que vous allez comprendre. Vous êtes, vous, le président d'une entreprise internationale et vous pouvez, à quelque part, être présent dans 100 quelques pays avec également des événements qui vont être tenus dans ces pays-là. On pourrait avoir Samsung et je peux vous garantir que Séoul accepterait d'avoir une classique d'une journée. Vous comprenez? Oui. Il faut agir sur tous les points. Et ce qui arriverait, en plus, et c'est là la grande crainte des tours, ce qui va arriver si le circuit part, tout est là, les coureurs sont là, et évidemment, il y a un veto farouche des 3 grands de partager les revenus avec des acteurs principaux qui sont les cyclistes et les équipes. Moi, j'aime mieux partager $1 million avec les équipes que partager $10 que garder $10. Vous me comprenez? Oui. Mais ça, il y a quelqu'un qui ramasse tout le gâteau, 2, 3, puis bon. Alors, qu'est-ce qui arriverait ensuite? La crainte, c'est qu'à un moment donné, il y a des équipes et des commanditaires internationaux qui vont dire, nous, c'est pas juillet, nos trucs importants, c'est l'automne et le printemps. Comme il y a 11 courses, on vous commandite à $50 millions, vous avez l'obligation d'envoyer vos équipes à toutes ces courses. Oh, là, ça... Et qu'est-ce que ça fait? Les équipes ne sont plus les otages ou les esclaves
d'un tour. Oui, comme c'est le cas en ce moment, là, et parce que, justement, Non, tout l'argent c'est possible qu'il y ait même plus de revenus. Ouais. Alors, il faut quand même comprendre que quand les équipes tournent les yeux vers ça, il y a certaines personnes qui veulent tout bloquer. Ouais. Ce que vous proposez aussi, c'est de stabiliser les revenus des équipes, de les rendre plus pérennes. Mais là, on stabilise plus. Il faut respecter également... il faut absolument qu'on puisse atteindre des continents importants. Il faut que également des événements puissent avoir lieu dans ces villes-là importantes, parce que les classiques séries vont être basées sur les métropoles, centre-ville. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits au monde, contrairement à la Belgique ou à la France, que si on le fait en dehors des grandes villes, il va y avoir 4 personnes sur le bord du parcours perdues dans brousse, là, vous me comprenez? Ouais, d'avoir des circuits comme ce que vous faites aussi, ça peut Exactement. être intéressant. Toutes les nouvelles courses devraient obligatoirement être des circuits pour correspondre à la réalité nouvelle. Les budgets vont venir des gouvernements, vont venir du public, parce que le public est déjà là. Le public est déjà là. On crée l'événement en fermant de ville. Mais on la ferme pour une journée. Ouais. Donc, tout ça, alors il y a des gens qui ont extrêmement peur parce que ça modifierait. Mais qui en profiterait? Les équipes, les coureurs, le cyclisme et l'ensemble du monde cycliste en profiterait. Tout ça, c'est menotté actuellement par ce que vous savez. Ouais. Mais la pression est tellement forte dans la marmite actuellement. Il va tellement y avoir le constat de pas de tour, tout le monde meurt, vous comprenez? Qu'ils vont se rendre compte qu'il faut quelque chose d'autre. Vous voulez dire cette année, la situation actuelle? La situation actuelle, bien oui. Ouais. Et à quelque part, tout ça, là. Bon, il est évident que dans une série classique, ça va être les classiques existantes qui ont fait leur preuve. On va comparer des cahiers de charges et il va y avoir un choix de tant de courses qui vont faire partie de ce circuit. Et ça va évoluer. Celle qui veut s'y joindre, s'il y a de nouveaux événements, que ce soit Mexico, Rio, Séoul, ou il faut frapper les continents et à quelque part aller et avec le même cahier de charge. Alors, il y a des gens qui sont très frileux là-dessus parce qu'on dit, nous, on n'a qu'une classique. Ouais. Puis on domine le cyclisme, ils ont tout mis d'un tour. Par contre, il y a des gens également qui sont prêts à assassiner. C'est un peu, je veux dire, l'épicier qui achète le concurrent d'en face et qui ferme les portes 6 mois plus tard. Mm-hmm. Alors, du moment qu'il y avait quoi que ce soit de libre, le Dauphiné, le Midi libre, le ci, le ça, pour ne pas que ça passe à d'autres mains, on le prend, puis ensuite ça meurt à petit feu. Pour conserver. Donc, moi je dis encore là, il faut que les tours s'organisent entre eux. Qu'on leur donne le calendrier qu'ils méritent, qu'ils gardent leur date, ça ne change rien pour nous, parce qu'il n'y a pas tellement de classiques après le Giro, vous comprenez? Non, mais là, vous parlez des grands tours, parce qu'il y a aussi des tours d'une semaine. Vous avez le Tour de Suisse, vous avez... Oui, mais ils s'organiseront tous ensemble. Ouais. Mais nous, les classiques qui sont importantes, c'est les Belges, là, c'est une partie importante du cyclisme mondial. Bien sûr. Il n'y a pas grand tour en Belgique. Non, puis il y a d'autres choses que le cyclisme sur route qui fonctionne bien en Belgique. Ça s'appelle le cyclocross. Oui, tout. Qui va très bien, qui est justement sur un lieu précis. Donc, on peut attirer le public sur place. Il y a des droits de télé, il y a de l'argent. Donc, ils ont créé des événements avec ça. Ils comprennent bien aussi comment ça fonctionne. Puis c'est un autre modèle d'affaires. Il faut simplifier également les choses. Encore là, on construit un produit en Europe comme si tout le monde était sur l'Alpe d'Huez, assis sur le bord de la route, le monde entier. C'est pas vrai. Plusieurs personnes ils comprennent même pas que le maillot jaune domine, il a fini 8e dans l'étape. Non, c'est ça. Alors, tandis qu'une course d'une journée, premier arrivé, c'est lui qui gagne. C'est très simple à comprendre. Non, puis l'idée d'avoir un maillot de saison aussi là, pour les classiques, tu sais, ça peut être intéressant. Je regarde, moi, quand je suis la saison de cyclocross, là, je regarde la série Super Prestige, je sais qui est le meneur ou la meneuse. Je regarde où est-ce qu'ils sont. Combien, là, cette semaine, ils ont tant de points. On peut suivre les points d'une semaine à l'autre. Tu sais, je peux savoir que Magali Rochette est 5e à cause d'une victoire à Richmond. Tu sais, c'est ça. Là, on le sait. Alors que là, en ce moment, là, dans les classiques, là, avec le système de pointage de l'UCI, Peter Sagan est-il le meilleur coureur de classique au monde en 2018?
Je le sais pas vraiment. Il a gagné une course, il en a pas fait 3 autres. C'est pas évident. Et là, vous non. touchez à un truc. Il faut agir avec simplicité. Bon. Simplicité, c'est très simple. Dans un classique, peut-être que ça va être uniquement les 20 premiers qui vont faire des points. L'équipe va avoir des points, ça va être important également. Pourquoi? Parce que, j'emploie l'ancienne expression, là, ça amène mon âge, les coéquipiers, tiens, je dirais pas les domestiques, OK? Les coéquipiers, il y en a qui sont sûrs qu'ils gagneront jamais de course, ce n'est pas leur rôle. Ouais. Je parle dans le peloton. Antoine va gagner une course dans le classique, il peut le faire. Défaillance de son leader ou de ci ou de ça, puis... si on lui en donne l'occasion. Oui, vas-y. Je me sens, j'ai les jambes, ce qu'on n'a pas d'un tour, on se comprend? Ouais. Deuxièmement, on va créer des vedettes parce qu'il y aura l'obligation des équipes qui est partenaire à garder les mêmes coureurs. Les plus grands coureurs seront là. Alors, sauf blessure ou sauf, on se comprend, comme n'importe quelle équipe. Et à ce moment-là, le public reconnaît les trucs, les si, et il va y avoir des protocoles extrêmement sévères sur les relations avec les médias et le public. C'est-à-dire, à la fin de course, que tu es fini deuxième, tu es fait battre par 1 millième, faut pas ton vélo en l'air, puis tu rencontres personne, tu vas te cacher dans le bus. L'obligation, comme en Formule 1, d'être 1, 2, 3, podium devant le public, répondre aux questions, faire ça, répondre aux journalistes et ensuite s'en aller. Oui. Et X nombre de trucs. Quand vous êtes à présentation des cyclistes, c'est bien beau, mais enlevez votre casque et vos lunettes. Il faut qu'on puisse mettre un visage sur vos gueules. Oui, bien sûr. Alors, en Formule 1, Hamilton, du moment qu'il arrive, il enlève son truc, puis sa cagoule et tout ça, puis il t'en fait pas, son visage est connu. Oui, et puis ils ont un kit propre pour monter sur le podium. Alors, puis regarde en plus, les caméras sont même dans leur endroit de repos. Oui, c'est vrai. Avant de passer au podium. Mm-hmm. Il faut faire ça. Il faut être moderne, il faut être prêt. En cyclocross, c'est déjà comme ça. On suit les coureurs, ils arrivent, ils sont couchés à terre après l'effort, on les suit, il y a une espèce de green room après où on peut les interviewer, puis après ça, ils s'en vont au podium. Alors, ça veut dire que vous êtes en mesure, vous également, de comprendre que le travail à faire n'est pas énorme puisque tout est là. Mm-hmm. C'est juste de procéder à un assemblage. Ouais. On a tous les éléments pour construire quelque chose de solide. Il y a toujours quelqu'un qui cache des pièces ou qui fait un coup de pied quand vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends très bien, qui vient foutre le bordel moi, un peu. J'y crois fermement et je crois, parce que ces gens-là, qu'on se prénomme-là, sont toujours de grandes personnes. J'arrive à David et Joliat et David est au courant de ça également. Mais un président veut se réélire. Et pour se faire réélire, il lui faut une forme de liberté. Ouais, puis c'est politique, là. Donc, il y a des alliances qui se forment, il va y avoir une seule course qui compte pour les équipes, quelqu'un pourrait dire, si tu vas là-dedans, t'as pas d'invitation au Tour de France. Là, au moins, on a limité les dégâts parce que le World Tour, c'est participation obligatoire des équipes. Oui, alors que SO s'est battu contre ça, bec et ongle. Longtemps. Ouais. Oui. Alors, vois-tu, c'est ça ma vision. Et ensuite, d'autres disciplines. J'ai encore quelque chose dans ma tête. Pour moi qui l'ai inventé, j'ai copié le ski. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai écrit le projet, tout ça. Encore là, des réticences parce que X ou Y ne sont pas propriétaires à 100% de ce nouveau sport-là. Et deuxièmement, la proposition que j'ai sur la table, et je continue, et encore partage revenu avec coureurs et équipes. C'est quoi, de quoi vous parlez exactement, là? Je parle du sprint. Ah oui, OK, que vous avez déjà fait à Québec quelques années. Oui, on a fait des prototypes, comprends-tu? Ouais. Une raison, les sprinters sont les gens peut-être à part. Tu sais, je demanderai aux gens qui a fini 3e au Tour de France l'an passé. Je veux dire qu'il y a des gens qui gratteraient la tête. Mm-hmm. Bon, les grands cyclistes, Peter Sagan, un autre, tout ça, mais les sprinters sont des vedettes en eux-mêmes. Ouais. Beaucoup de courses, ils ne participent pas parce que c'est des courses qui leur conviennent pas, évidemment. Bien sûr. Actuellement, pour monter au sommet, il y a 3 ou 4 équipes sprint, 4 épreuves sprint dans les tours, on se comprend. Après ça, ils s'accrochent presque à voiture balai. Oui, puis il y en a de moins en moins parce que ça fait des épreuves souvent ennuyeuses avant le sprint. Ben, tu le comprends. Ouais. Par contre, imagine si tu dis à chaque équipe, nommez
on va créer une nouvelle sorte de coureur également, comme le ski. J.J. Anderson n'aurait pas été Ingemar Stenmark, là. En ski normal, tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, on crée la même chose qu'avec tous nos coureurs, je veux dire, en ski acrobatique. Alors, le boss n'aurait pas été le boss, ça avait été, on se comprend. Ouais. Donc, une nouvelle discipline comme ça va amener également peut-être les équipes, quand ça va partir, à cause des revenus, à cause du prestige. Une autre chose également, un sprint, ça se tient sur 500 mètres, aller-retour. Vous pouvez faire payer des gens pour qu'ils soient assis sur le bord? Non, mais je suis même pas rendu là, non? Okay. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque chose de sacré pour moi, pour le public et les coureurs. J'en suis pas rendu là. OK. Mais je vais dire où j'en suis rendu, par contre. L'argent, il faut le prendre où il est. Et pour prendre l'argent où il est, il faut offrir à la personne qui doit donner cet argent-là un produit qui va rentabiliser ou sa marque ou ses produits. Le sprint est assuré pour toutes les équipes, puisque présentation individuelle à chaque départ d'étape, parce qu'il va en avoir 6 d'un sprint. Si tu veux, au début, on commence à 32, 18, bon, on se comprend. Ouais. Ensuite, comme il y a seulement 4 coureurs sur la piste, les 4 et les maillots et leurs commanditaires et tout ça sont là, comme les équipes vont être partenaires, ils auront leurs panneaux sur le parcours avec leurs partenaires, leurs commanditaires. Garantie de 16 présences. Toutes les équipes vont avoir un truc équilibré de présence en ondes avec leurs commanditaires. Le public, c'est d'une simplicité totale. Ah ouais, les deux premiers passent à un. suivant. Ouais, c'est ça. 1 contre 1, celui qui gagne s'en va à l'étape suivante, puis c'est ça. Ben, c'est 4. Oui. Ah oui, c'est 4, OK. Moi, c'est les 2 premiers qui passent à l'étape suivante. Un peu comme on a en ski. Oui, c'est simple. Oui, puis là, les gens, c'est d'une simplicité totale. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez aussi, peut-être, oui, je vous propose autre chose aussi parce que il y a un truc qui s'appelle un critérium, puis c'est quand même assez facile à suivre, assez exaltant aussi, ça peut se faire facilement sur un lieu X. Puis ça semble avoir, aux États-Unis, ça fonctionne très, très bien, les séries de critérium depuis quelques années. On voit qu'il y a des vedettes, des gens comme Justin Williams, par exemple, là, qui émergent là, du monde du critérium. Puis ici, puis surtout en Europe, c'est encore un truc de foire, on dirait un peu. Là, La grande difficulté, si vous permettez mon commentaire là-dessus, c'est qu'on ne peut pas garantir l'uniformité des participants. Moi aussi, j'ai été voir le critérium de Del Rey, de ci, de ça, avec l'équipe, comprends-tu? Le problème, c'est que c'est pas les mêmes personnes à chaque course. Et quand tu juges de l'importance d'un truc, si ça marche, les critériums sont là depuis 15 ans, 20 ans aux États-Unis. Ouais. C'est relativement facile à organiser, pas trop coûteux. Exact. Le public ne paie pas. Mais on fait toujours ça dans un centre-ville, les bars fonctionnent. Exact. Bon. Par contre, il n'y en a pas un de télévisé. Non, très peu. Je pense qu'il y en a eu diffusé sur Internet pendant quelques années, là, mais c'est tout. Ouais. Dans la petite États-Unis, vous comprenez? Ouais. Il faut quelque chose de mondial, parce que moi, les grandes vedettes des équipes, c'est ceux qui peuvent gagner le tour et les sprinters. Les sprinters, par nature, ce sont des gens flamboyants. Mais si tu as toujours tes sprinters avec un classement qui suit d'étape en étape, de semaine en semaine de ci, avec les prix, nationalité. Écoute, et c'est un produit fait pour la télé. Parce que ta classique série, c'est ça. Et le sprint, on sait que ça dure exactement 58 minutes 30. Ouais. OK. Et là, la télévision, parce qu'on crée des vedettes, et là, ça va être des revenus pour les coureurs et les équipes. C'est ça qu'il faut faire. Et là, tu peux avoir quelque chose de mondial. Moi, je m'en vais, Séoul, c'est un exemple que je donne fictif, et je rencontre Samsung, ou d'autres, ou Kia, en disant il va y avoir en plein à Séoul un sprint avec le peloton mondial de sprinters. Mais c'est 32 sprinters, c'est pas 200 coureurs. C'est 750 mètres à fermer pendant 5 heures. Ouais, c'est pas si compliqué. On met pas la ville à l'envers. Non, c'est ça. Une télévision extraordinaire. Et là, c'est pour ça que ça devient rentable. Ouais, et les villes vont avoir, parce que les villes sont pas folles, les villes qui vont accepter de faire le sprint, c'est pour mettre en évidence leur ville.
Oui, parce que Si on bon, le fait dans le le cyclisme, centre-ville. ça a toujours été ça aussi l'avantage pour les villes. C'est le cas du Tour de France où les villages paient pour faire partie là, du Tour. Bien sûr. C'est une opportunité là, de montrer sa beauté, sa ville, de devenir une destination touristique. Là. Alors, et moi, j'ai à quelque part, disons que c'est pas de l'utopie. Je suis convaincu qu'un jour, parce que ASO et le Tour de France seront toujours ceux qui vont dominer le cyclisme. Dominer, ce n'est pas le contrôler. Wimbledon ne contrôle pas le tennis. Grand Prix de Monaco ne contrôle pas la Formule 1. On se comprend. Non, c'est des étapes Et reines. même le Master ne contrôle pas le golf. Et le tennis, bon, on se comprend. Ouais. Mais ça va être et la force dominante sera le Tour de France pour les tours, mais les autres vont pouvoir vivre. Et plus il y a d'argent dans le cyclisme, plus le Tour va faire du fric. Oui, parce qu'il va avoir Parce que le plus Tour, gros il y a des auditoire grands au final. commanditaires. Ouais. Et c'est là où il y a un peu de frustration de ma part. Je dis pas de prêcher dans le désert, mais à quelque part, j'ai l'impression que tous les gens ont des bouches-oreilles, là, tu sais. Ouais, peut-être aussi une vision à courte vue, comme on disait tantôt. Bon, ben, ça fonctionne pour eux. Alors, tu sais, pourquoi non, changer je si dis ça pas marche? sur le... Oui, mais ça fonctionne pas pour tellement de gens aussi. Non, c'est ça qu'il faut regarder, David. Je suis d'accord avec vous, M. Arsenault. Je vous remercie infiniment pour votre temps. C'est mes commentaires. Oui, ben, ils sont tout à fait intéressants et éclairants. J'espère qu'il y a des gens à Aigle, en Suisse, qui vous entendent bien et puis qui vont avoir non seulement le désir, ça, je pense qu'il doit être là, mais surtout le courage politique de faire changer les choses et puis qu'il y a des gens qui vont vouloir avec vous sauver le cyclisme de la situation actuelle et peut-être comme en ce moment, il y a plein de choses qui changent à cause de la crise, ben ça aussi, ça va faire partie des choses qui vont changer. On va essayer de faire ça, se rendre compte que les coupables, c'est nous, personne d'autre. Et vous savez, il y a toujours un truc qui est important en politique. Lorsque c'est le dernier mandat d'un président, c'est là où les grandes décisions se prennent. Il n'y a pas à se représenter. Bon, ben c'est dit. On va s'en souvenir. Je vous remercie beaucoup, Serge Arsenault, puis bonne chance avec les Grands Prix de Québec et Montréal. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous vouliez lire à propos du roadmap de Rafa dont on parle dans l'entrevue et dont il était question en introduction, vous n'avez qu'à googler les deux mots. Vous trouverez un vaste et fascinant document qui nous a inspirés dans cet épisode. Radio Bidon est présenté par le collectif Parley et le studio de La Flèche. Vous pouvez nous télécharger et vous abonner sur toutes les plateformes Podcast d'Apple, SoundCloud, Google Play, Stitches, YouTube et Spotify. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur la plateforme SoundCloud. Le montant que vous voulez, ça va nous aider. Tous les fonds vont à la production de l'émission. Je m'appelle David Desjardins, Gabriel Bourdage est au montage, Millimétrique et les deux luxe assurent le générique de début, de fin et les ponts musicaux de l'émission. Merci et à la prochaine.